Morwell vous a présenté était très prégnante, quoi. Hein. On se rend compte vraiment là que c'est pas qu'une idée d'écolo terroriste. Scientifiquement, il est prouvé que c'est pas une solution. Donc maintenant, on va passer à la partie débat, questions. Anne Morwell est à votre disposition. Ah ben on a tout de suite le maire. Allez, tu veux le micro? Oui, enfin je parle assez fort habituellement. Alors dans tout ce que vous évoquez les bassines qui représentent une quantité d'eau considérable. Par contre, il y a un paramètre qui n'est jamais évoqué, qui me surprend. Alors, je vous explique pourquoi je vous dis ça, c'est parce que je fais de la prospection archéologique aérienne et quand je survole les champs, notamment le bassin Homme Couture, je vois à l'intérieur des champs en période de sécheresse, puisque c'est ma période de prédilection, des arêtes de poissons qui figurent en fait un nombre de drainages énorme sur les champs et qui permettent d'évacuer l'eau à grande vitesse et donc d'empêcher la pénétration. Et ça, j'en entends jamais parler, je l'entends jamais évoquer, alors que je peux vous garantir que le bassin Homme Couture est couvert sur des milliers d'hectares dedans. Donc voilà, je voulais vous poser la question, quel est l'impact par rapport à tout ce que vous avez évoqué? Et je pense, à mon avis, que c'est largement aussi impactant que les bassines, voire peut-être plus, et qui malheureusement est un paramètre qui n'est jamais évoqué, et qui se produit encore aujourd'hui, mais qui est finalement caché, hein, puisqu'on ne les voit pas. Une fois que les tuyaux sont vite mis dans les sols, ils sont vite recouverts, et puis plus personne ne les voit. Je suis complètement d'accord. Et je ne me suis pas encore penchée avec attention sur le sujet, donc c'est pour ça souvent que j'en parle pas. Mais quand je disais au début, on a besoin que le sol se sature pour que la nappe puisse se recharger. Bah, oui, si on met des tuyaux pour drainer, on ne va pas réussir à saturer le sol et ça fait partie des choses qu'il faut absolument contrecarrer. Et c'est là où je trouve qu'il y a un lien avec les bassines, c'est qu'on a un rapport assez schizophrénique avec l'eau. Dans le sens où on veut l'évacuer, mais on veut la stocker. Et là, il va falloir à un moment se mettre d'accord avec nous-mêmes. Et on peut pas avoir les deux. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est pas possible. Et qu'en plus, souvent, ce drainage, il est là pour accompagner des récoltes de plus en plus tôt ou des récoltes qui se feraient en fond de vallée, là où normalement on devrait avoir des prairies. On devrait avoir peut-être du maraîchage, des choses comme ça, mais en tout cas pas de la grande plaine. Avec de la culture très tôt dans l'année. Ouais. Vous évoquiez tout à l'heure une période de 30 ans où on a vu une évolution. Et en fait, quand on connaît le territoire, quand on revient 30 ans en arrière, en fait, dans toutes ces zones drainées, on avait des prairies. Et aujourd'hui, on a des cultures céréalières. Voilà. Non, faut... Maintenant, on a des vallées parties. Vous avez peut-être évoqué les drainages, mais vous avez oublié qu'en même temps que les fossés de drainage, il y a les pompes, parce qu'on draine l'eau en hiver pour la faire partir, à un moment il y en a trop, et on va la pomper dans la rivière, dans la nappe en été, parce qu'il n'y en a plus. Voilà, c'était juste cette remarque-là qui augmente le déficit en eau. Ouais. C'est les mêmes. Hein. Oui, c'est le même principe en fait. En tout cas, c'est la même logique d'exploitation du cycle de l'eau. Alors qu'au lieu de fonctionner avec, au lieu de suivre son rythme, et voilà, là où on a besoin que le sol soit saturé, on ne fait pas de céréales ou de maïs, et on ne peut pas le faire en fond de vallée, par exemple. Oui. Et du coup, les pompes, quand je parle d'irrigation, typiquement, c'est ces phénomènes de pompage, quoi. Encore une fois, qu'on peut très bien garder, mais avec des volumes beaucoup plus raisonnables. Il faudrait peut-être réguler le problème, je crois qu'il est là. Il n'y a aucune régulation et ce sont toujours les mêmes qui profitent du système. Ce n'est pas le petit de l'agriculteur du coin, ce sont des gens qui ont des exploitations monstrueuses. Et ce sont ces gens-là, ils ont l'argent et avec l'argent, ça achète aussi les politiques. Hein. Après, quand on dit c'est pas régulé, juste c'est régulé par la préfecture. Et la préfecture, elle, sa régulation, c'est de dire allez-y, servez-vous. Voilà. Une question ici. J'ai souvent entendu parler de nappes de surface, de nappes phréatiques de surface et de nappes profondes, et qu'il fallait 10 ans pour que les nappes profondes soient remplies. Est-ce que vous pourriez développer parce que, ouais.
J'ai des diapos en scroll. En fait, dans la région, il y a 3 nappes superposées. Il y a celle que j'ai montrée, là, celle qui est utilisée dans le bassin versant ici, c'est le Jurassique supérieur, donc la couche altérée du Jurassique supérieur. En dessous, en général, on a une couche qui n'est pas altérée, et donc c'est là où on a les bancs massifs qui sont plutôt imperméables. En dessous, on a l'aquifère du Dogger, qu'on appelle aussi le Jurassique moyen, et lui, c'est un aquifère karstique, donc on a ces rivières souterraines, ces cavités. En dessous, on a une couche de marne ou d'argile, donc d'une couche très très imperméable qu'on appelle le toarcien. Et enfin, tout en dessous, on retrouve notre spéléologue ici, on a l'infratoarcien, qui est aussi un aquifère karstique. Et puis enfin, sous cette couche de sédiments, donc ça c'est des calcaires qui se déposent progressivement, on a ce qu'on appelle le socle. Là, on a vraiment la vraie croûte continentale, si je puis dire, avec des granites et des roches métamorphiques qui ressemblent à du granit. Et là, on n'est plus dans l'aquifère. Donc on a vraiment ces 3 nappes empilées. Ici, d'après ce que j'ai trouvé, c'est vraiment la plus superficielle qui est exploitée, parce que les autres sont trop profondes, et que faire un forage, ça coûte cher, et ça se compte en milliers d'euros par mètre. En fait. Sur le fait qu'elle puisse se recharger plus lentement, alors justement, moi ça m'intéresserait d'avoir un piézomètre dans le Dogger ou dans l'infratoarcien ici, pour voir un peu comment il évolue, mais là j'ai pas de données. En Deux-Sèvres ou en Vienne, alors c'est pas parce qu'une nappe est profonde qu'elle est forcément lente à réagir aux précipitations. Ça dépend des failles, ça dépend d'où elle peut affleurer, c'est-à-dire arriver à la surface un petit peu plus loin et se remplir un petit peu plus loin et que ça circule à l'intérieur. Mais effectivement, vers chez moi, il y a des grosses couches d'argile de parfois 30 mètres au-dessus de la nappe superficielle. Et là, la nappe met du temps à réagir. Et son maximum va plutôt être vers avril-mai, par exemple, que ici c'est plutôt février-mars. Voilà. Mais ça dépend des endroits. Et la nappe la plus profonde, ou l'infratoarcien, elle est à quelle profondeur? Je me souviens plus exactement, hein. Mais on est plutôt dans les 200 mètres de profondeur à peu près. Ouais. Une question ici. Et après, attendez, une question ici. Oui, par rapport aux ASEC estivaux, dans le projet de territoire, il donne une solution. En fait, le projet de territoire de l'Homme Couture, 2018-2024, il souligne que le piézomètre d'Aigre n'est pas fiable et que donc le piézomètre reste assez haut quand il y a des ASEC. Donc la solution qui a été donnée dans ce projet de territoire, c'est de lancer une expérimentation pour gérer les seuils d'irrigation l'été, donc en se basant sur le piézomètre de Saint-Frène. Et donc, à l'heure actuelle, depuis 3 ans, quelque chose comme ça, je me trompe peut-être, mais le piézomètre de Saint-Frène est donc utilisé en expérimentation pour déclencher les seuils d'alerte et de coupure. D'alerte et de coupure. Donc, on n'a pas le résultat de cette expérimentation, mais alors, nous, ça nous avait intrigué par rapport aux bassines, aux 9 bassines qui sont prévues, puisque le remplissage, c'est le piézomètre d'Aigre. Donc, on a posé la question à la préfecture et à la DDT. Le DDT nous a répondu que le piézomètre d'Aigre était robuste en hiver et qu'il n'était pas robuste en été et que le piézomètre de Saint-Frène semblait bien robuste en été. Donc, tout allait être résolu parce qu'on aurait des nouveaux seuils. Mais
ces dernières années, enfin, il y a eu une sécheresse exceptionnelle qui explique le fait qu'on ait encore des acides. Voilà. Donc, savoir ce que tu en penses. Alors moi je le trouve pas si mal, le piézomètre d'Aigre. Alors attention, là on passe à un degré de complexité, hein, je préviens. Donc effectivement le piézomètre d'Aigre il est en fond de vallée, en aval du bassin, et l'eau s'écoule dans les nappes et donc va finir par atterrir toujours au piézomètre d'Aigre. Sur les 3 graphiques en bas là, j'ai mis en horizontal le piézomètre d'Aigre et en vertical les 3 autres piézomètres. Encore une fois, ce qu'on voit ici, ce qui est flagrant, c'est qu'on n'a pas des points partout à l'intérieur du graphique. Okay, on a vraiment une relation qui est systématique, quelles que soient les années. Alors, sur celui-ci, ça peut se disperser un petit peu par là. Mais quelles que soient les années, sèches, humides, on a cette relation qu'on appelle sigmoïde, en forme de S. On le voit très très bien avec le piézomètre de Villiers. C'est moins flagrant, mais on le voit quand même plutôt pas mal avec celui de Saint-Freigne. Et puis on le voit avec celui de Longré. Ce que ça veut dire, ici, c'est si on part de la saison estivale, okay, nos nappes, elles sont vides, ici. Et en fait, quand il va commencer à pleuvoir, Aigre va commencer à se recharger, alors que Villiers, lui, ne va pas encore bouger. Et puis, une fois que Aigre est arrivé à une certaine valeur, là, Villiers va pouvoir commencer à se recharger. Et enfin, quand Villiers est arrivé à une certaine valeur, ce qu'on voit ici, hein, c'est que la nappe est saturée, elle est complètement remplie. Et bien là, Aigre va continuer, lui, à se recharger, mais Villiers ne va pas se mettre à déborder. Et donc ça veut dire, si j'essaie de vous mimer avec le micro, ça va pas être facile, mais on a Aigre qui... Super. On a nos 2 piézomètres, on a Aigre qui commence à se recharger, Villiers qui va se recharger très très vite d'un coup, et ensuite Aigre qui continue de monter. Donc en fait, effectivement, Aigre, il n'est pas, la nappe à Aigre, elle n'est pas vide quand la rivière est déjà à sec. Mais en fait, si on garde en tête ces relations, on peut déterminer des seuils à Aigre qui correspondent à l'ensemble du bassin versant. Et par contre, une des choses qu'on voit à peu près ici, hein, c'est que ce n'est pas la même relation entre Saint-Freigne et Longré. Alors Saint-Freigne, bah, on est quand même sur le bassin versant de la Couture. Longré, on est sur l'Aume amont. Et les deux ne sont pas tout à fait synchrones. Donc si on se base sur Saint-Freigne pour l'ensemble du bassin versant, moi j'ai peur que ça cause des petits problèmes. C'est ce qui est prévu. Oui, bah oui. Mais... Alors que, je continue. Ici, en rouge, j'ai repris le même code couleur que tout à l'heure. En rouge, on a notre seuil de coupure réglementaire tel qu'il existe. En orange, là, on a la valeur que je suggère. On voit bien que notre seuil de coupure réglementaire, quand il arrive à ce niveau-là, à Aigre, bah effectivement, notre nappe, elle est déjà vide à Villiers, elle est déjà vide à Saint-Freigne, elle est déjà vide à Longré, ou presque vide. Si on rehaussait ce seuil de 50 cm, parce qu'il faut voir aussi que quand le seuil de coupure arrive, ben on a encore de l'eau potable à capter, on a encore les cultures dérogatoires à arroser, donc on sait qu'une fois que ce seuil sera atteint, on va continuer à consommer d'eau, juste on en consomme beaucoup moins. Donc si on le relève un petit peu, eh ben, par rapport au nuage de points là, on voit que la nappe à Villiers, elle ne serait pas complètement vide à ce moment-là. La nappe à Saint-Freigne non plus, elle ne serait pas complètement vide. Et à Longré, pareil. Alors là, je vais monter encore un cran de complexité. Si on essaye de regarder à quoi ça correspond d'un piézomètre à l'autre. Ce seuil de coupure, là, par exemple, à Villiers, le seuil de coupure réglementaire à Aigre, il correspond à peu près à un niveau de piézomètre à 89 mètres à Villiers. Je vais garder que cet exemple-là. Si je reprends mes petits graphiques en boîte avec mes stations ondes, la valeur
donc le 89 mètres à Villiers, qui correspond à mon seuil réglementaire à Aigre, m'amène à des assèques de la rivière. Le remonté de 50 cm, ça va venir avant. Si je le remonte de 50 cm, j'arrive plutôt vers 92 mètres à Villiers. 92 mètres, j'ai un écoulement satisfaisant au gouffre des Loges. Et on peut voir que là, j'ai fait le même cheminement pour toutes les stations ondes, la relation entre les 4 piézomètres et les 4 stations ondes, les 3 piézomètres. Et on voit à chaque fois que le seuil de coupure réglementaire à Aigre, il correspond à un assec en amont, à chaque fois. Alors que si on le remontait de 50 cm à Aigre, on peut très bien se servir de ce piézomètre pour gérer l'ensemble du bassin versant. Et si on le remonte de 50 cm, bon bah là, on va être un peu limite dans l'écoulement, mais ça coulera quand même. Ici, on pourrait le remonter un peu plus. Hein. Voilà, ça ne me choquerait pas, mais j'ai préféré être la plus prudente possible dans cette estimation. Et à Saint-Freigne, pareil, ça nous permettrait de garder un minimum d'écoulement dans la rivière. Voilà. Donc en fait, moi, je trouve vraiment pas mal le piézomètre d'Aigre. Par contre, effectivement, il faut savoir le lire et il faut comprendre la relation de l'ensemble de la nappe dans le bassin versant. Et c'est pour ça que je ne comprends pas cette valeur de moins 2,4 m, là, du seuil actuel. S'il y a une étude scientifique derrière cette valeur, mais qui l'a faite, quoi? Enfin, donnez-moi cette personne. Voilà, je ne comprends pas la logique, quoi. Voilà. On a une question ici. Si j'arrive à brancher le micro. Vas-y. Moi, j'aurais deux questions. Si on monte le seuil de coupure réglementaire, on diminue évidemment les possibilités de contrôle dans les nappes au moment où c'est le plus critique. Et du coup, on en tire la conclusion. Peut-être que si on fait ça, il faut permettre aux irrigants de faire des bassines pour avoir de l'eau quand ils en ont besoin. Bon, c'est ma première question. La deuxième, quand on regarde le nonchalant de l'irrigation qui est pratiquée sur les terres calcaires, on trouve quand même des irrigations à partir des nappes profondes. Que faut-il penser de ça? Est-ce qu'on n'impacte pas pour l'avenir les ressources en eau potable pour la population? Et deuxième remarque, est-ce qu'on ne contribue pas à assécher la couche terrestre qui va impacter dans les siècles à venir la situation de cette région? Voilà mes deux questions. Pour la première, je ne peux pas encore complètement répondre aujourd'hui, mais on a quand même une petite étude de l'ENS qui est sortie en montrant que dans les bassines de Vendée, on a un impact du remplissage hivernal. On a un retard de la recharge et un niveau maximal de recharge qui peut diminuer. Donc si on prend tous si vraiment on caricature, on prend tous les prélèvements estivaux pour les mettre en hiver, ben en fait on va avoir du mal à recharger nos nappes. Donc il y aura un impact l'été d'après. Donc non, j'aurais tendance à dire c'est pas une solution, c'est quand même pas une solution. Et puis là, on a quand même 3 millions de mètres cubes ici, hein. C'est une des plus grosses densités de volume bassiné. Voilà, on parle beaucoup des Deux-Sèvres, mais ici, c'est largement pire par rapport à ce qui se prévoit là-bas. Donc, voilà, si ça marchait, ça se saurait. La deuxième, sur les nappes profondes, est-ce qu'il faut pomper dedans? Alors, je dirais bien, ça dépend des nappes. Il y a les endroits où les nappes, elles sont très réactives, pourquoi pas prélever un petit peu dedans. Les endroits où elles sont ce qu'on appelle inertielles, il vaut mieux éviter quand même. Parce qu'en plus, ce qu'on risque d'avoir dans les décennies à venir, c'est une augmentation des sécheresses, de la durée et de l'intensité des sécheresses. Et du coup, je dirais, ça c'est un peu notre compte épargne. On devrait les considérer comme ça, quoi. On devrait se dire, bon bah celle-là on va pas y toucher, on va y toucher que les années de sécheresse quand les nappes superficielles, elles seront vides, elles ne se seront pas rechargées. Mais sinon, oui, hein, il peut y avoir, il y a des... Alors, bon,
ici, vraiment sous nos pieds, encore une fois, j'ai pas les données, donc j'ai pas pu regarder comment se comportent les nappes profondes. Dans le bassin parisien, on a des nappes, certaines qui vont mettre des siècles à se recharger. Voire certaines, on peut monter au millier d'années. Donc effectivement, si on les vide maintenant, quand on va avoir vraiment des gros problèmes de sécheresse qui vont arriver, elles ne seront plus là pour nous aider à survivre à ces périodes de sécheresse. Donc oui, après il y a peu de législation sur les nappes profondes. Et je ne suis pas la seule à dire vaut mieux éviter d'y toucher. En plus, il y a des endroits où c'est pas si imperméable que ça entre les nappes superficielles et les nappes profondes. Donc des fois, si on vide la nappe profonde, on peut avoir la nappe superficielle qui coule dedans. Sur les nappes profondes, on commence quand même à voir qu'elles sont considérées comme stratégiques pour l'eau potable. Hein. Sur le niveau de moins 2,40 m du seuil dont vous parlez, il est fixé plutôt à moins 2,40 m aujourd'hui. Il a été inférieur jusqu'à moins 3 mètres il y a très longtemps, et ça posait des difficultés aux édifices, puisque non seulement la nappe, mais le sol s'affaissait, donc église, pavillon public. Donc pour cette raison-là en particulier, on a remonté le seuil à moins 2,40 m. Aujourd'hui, il y a une étude qui vient d'être faite concernant les DBM, les débits minimums biologiques. Cette étude est intéressante, elle remonte les seuils à de nulle plage. Voilà. Mais aujourd'hui, en fait, ce n'est pas encore acté dans la réglementation. Hein. Cette réglementation, c'est un point politique qui va être compliqué. Mais donc, on a un intérêt à suivre ce qui va se passer. Ok, moi je veux bien pouvoir jeter un œil à cette étude. Ouais. Et juste, est-ce qu'il y a eu des débits biologiques hivernaux? Parce que souvent on parle que des débits estivaux, alors qu'il y a certaines espèces qui ont besoin d'un plus grand débit l'hiver. L'étude globale fait le tout, mais le principal c'est quand même à l'étiage, puisque l'objectif du DBM, c'est la vie aquatique. Hein. Et que sans eau, c'est pas facile la vie aquatique. Monsieur? Oui, j'ai une question justement par rapport à ce que vient de dire monsieur. Je me posais la question de savoir, vu la pauvreté quand même d'outils, vous le dites, hein, donc, qui sont peut-être liés à des problèmes budgétaires, mais ce qu'on vit actuellement ne nous indique pas que ça va s'améliorer. Donc, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs ou d'autres outils qui pourraient permettre de mieux gérer sur un bassin, notamment qui seraient à la disposition de l'agriculture, pour gérer par exemple l'eau efficace ou des choses comme ça, lorsqu'il y a des outils par exemple en temps réel ou des choses comme ça? Ou disons cumulés sur les chambres d'agriculture doivent être capables quand même de s'intéresser un peu mieux aux pratiques agricoles. Voilà. Donc au même titre qu'on parle de remettre des haies, des prairies, des choses comme ça. Il y a une gestion prévisionnelle, je dirais, plus ou moins intelligente, entre guillemets, intelligence. Alors bon, moi personnellement j'en reste aux histoires d'eau. Voilà, évidemment que je dis régulièrement il faut changer le modèle agricole, mais c'est pas moi qui vais avoir des recommandations de comment on change le modèle agricole, alors que j'y connais rien du tout. Après, est-ce que sur les outils, surtout il faudrait remettre des stations de mesure en fait. C'est pas normal qu'on ait si peu de piézomètres. C'est pas normal qu'on ait si peu de débitmètres. Et encore, c'est pas l'endroit le moins bien équipé, hein, le bassin de Longue-Couture. Donc, oui, pour moi, c'est vraiment flagrant. En plus, même si j'étais pour une vision managériale des stocks, pour gérer des stocks, il faut savoir ce qu'on a dans l'entrepôt, en fait. Et nous, on ne sait pas. Je peux vous donner l'exemple le plus flagrant en France en ce moment. C'est Vitel qui prélève dans une nappe. Il n'a plus de piézomètre public. Donc il n'y a que Vitel qui sait le niveau de la nappe. Mais la préfecture, elle signe des autorisations de volume. À l'aveugle. Donc pour moi, le minimum, c'est d'avoir des outils de mesure. Voilà. Après, quels choix politiques sont faits derrière, là, c'est... Mais pour faire des choix politiques, il faut avoir une vision
sur ce qui se passe en fait. On va prendre les 2 dernières questions peut-être. Il y a un chiffre qui m'intéresse bien de connaître, c'est quel serait le volume en fait qui représenterait de passer d'augmenter de 50 cm le seuil de coupure. Quel volume ça représenterait sur le bassin, et ça permettrait d'avoir une idée sur quelle surface en moins serait irrigable, quelle acceptabilité on pourrait avoir aussi par rapport à ce projet. Alors là, il faut passer par des outils qui sont un peu plus compliqués et qui sont des modèles numériques pour savoir à quel volume ça correspond. Et là, le BRGM pourrait être, le Bureau des recherches géologiques et minières, pourrait être saisi sur la question. Ils ont un modèle pour ça. Moi là, je suis pas, je peux absolument pas dire ce que ça représente. Ou alors, justement, dans les outils qui nous manquent, par exemple, on a des données très approximatives sur les quantités prélevées dans les nappes. Aussi bien en termes de volume, mais surtout en termes de répartition dans l'année. En général, on va avoir un volume annuel, alors que moi, j'aurais besoin de savoir si ce volume il a été réparti un 12e chaque mois, ou à quelle période la pompe s'est mise en route. Et ça, on n'a pas les données. Et pour le coup, personne n'a les données, en fait. À part de quelques compteurs sur quelques forages. Mais là, on pourrait commencer à faire ce genre de choses. En général, la première étape qu'on fait dans une étude hydrologique, c'est faire des bilans. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Alors, je ne vais pas parler de la pluviométrie, mais pareil, hein, Météo France a supprimé au moins les 3/4 de ses stations météo. Donc, en fait, il y a des moments, je vois bien quand je regarde mes petits piézomètres là, qui évoluent, je regarde comment ils évoluent dans l'année l'un par rapport à l'autre. Il y a des fois, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il a plu sur l'ensemble du bassin versant? Est-ce qu'il a plu que en amont? Est-ce qu'il a plu que en aval? Mais je ne sais pas. Et Météo France vient juste de rendre ses données publiques cette année, le 1er janvier. Avant, on était un des très rares pays dans le monde où il fallait payer pour avoir des données enregistrées par une agence publique. Et maintenant, voilà, comme il y a très très peu de stations, il n'y a pas de station dans le bassin. Donc je ne pourrais même pas faire une étude comme un bilan comme ça, alors que normalement, les données de pluie, c'est les plus accessibles, c'est les plus faciles à mesurer. On les a pas. Et pourquoi il n'y a plus ce nombre de stations a diminué? C'est dans les sources d'argent? Apparemment. Apparemment, c'est un changement de ce qu'on m'a dit, mais alors là, je rapporte ce qu'on m'a dit, c'est qu'une grande partie était des stations bénévoles et qu'avec un changement de législation, il fallait se mettre à indemniser les bénévoles et que du coup, ça représentait des frais trop importants. Mais après, c'est une tendance globale hein, de diminuer les stations de mesure, mais de tout en fait. On peut prendre, ils ont supprimé l'observatoire de la pauvreté, par exemple. Donc on n'a plus d'études sur la pauvreté, on n'a plus les études sociologiques d'avant. Et ça, il n'y a plus de pauvres. Et nous, c'est ce qui se passe. Hein. Il y a des débitmètres qui s'arrêtent, on ne sait pas pourquoi. Dans les indicateurs de remplissage, là, le débitmètre qui ne marche plus, à Germeville, dans le décret d'autorisation de la préfecture sur les 4 dernières bassines, ils disent vous utiliserez ce débitmètre. Au moment où ils publient le décret, le débitmètre il ne fonctionne plus. Depuis 5 ans. Donc là c'est vraiment, c'est un manque, c'est une volonté politique de ne pas voir la catastrophe. Ah ben oui, c'est pour ça entre autres que moi dès que j'ai l'occasion d'aller expliquer ça à des gens, je le fais parce que oui, c'est très très grave. Oui, vous avez d'autres questions? Ouais. Est-ce qu'on a une idée de la vitesse d'écoulement entre sur un bassin versant quand il y a une haie ou quand il n'y a pas de haie? Entre le moment où la route se tombe et à l'arrivée à la mer? C'est des bonnes questions. Hein. Pour finir, mais ça sera la dernière parce qu'après, on vous a préparé un petit apéritif pour finir dans la joie. Alors, mais là, je ne sais pas si c'est joyeux. Hein. Alors, on le sait, moi je ne le sais pas, mais je sais que c'est des choses qui sont recherchées activement. Et apparemment, avec le remembrement, on aurait accéléré par 10 la vitesse d'écoulement. Avec l'arrachage des haies, des arbres en général et la rectification des cours d'eau.
Ouais. Alors une dernière question, puis après. Juste une petite. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui est un fervent partisan de haies. Et sachez qu'actuellement, quand une commune a un PLU, le maire, j'ai pris vérification moi, auprès de quelqu'un qui est avocat dans l'urbanisme, le maire peut déclarer une haie comme élément remarquable du paysage. Et de fait, cette haie, elle est protégée. Maintenant, trouvez les maires qui auront le courage. Alors, moi, je vais répondre, acharmé. J'habite à Charmé. Et on vient de faire un PLUI. Oui, ça s'est vérifié dans le PLUI Cœur de Charente, où ça a été pris systématiquement en compte. Alors, à quelle échelle par rapport aux communes, je ne sais pas, mais pratiquement toutes les communes ont protégé des. Mais pas que. Mais c'est vrai que c'est récent. Ouais. Sans jeu de mots, c'est une goutte d'eau, mais si déjà chacun de nous faisons cette démarche auprès des maires que nous connaissons, ça peut être intéressant. Après, il y a un autre problème derrière ça. Moi, je suis complètement pour les démarches de protéger les haies. Complètement. Mais je connais aussi un endroit où la haie était protégée, elle a été arrachée, il n'y a pas de sanction. Il n'y a rien derrière qui s'est passé. On a ça pas très loin ici. Ouais. Les glissements de terrain et tout, et on a surtout la Charentais, on n'en a pas parlé. Bon, messieurs, dames, merci beaucoup, mais le temps passe. Et je peux laisser le PDF de la présentation. Voilà, sans problème. Merci bien. Et donc, vous pouvez vous approcher du bar ou du buffet.